Alors, vous savez qu'un des sujets que je pense absolument incontournable en astrologie, c'est la question du sexe. Je me suis déjà fâché avec certains astrologues en leur disant qu'on ne pouvait pas interpréter un thème, même si je ne m'intéresse pas spécialement au thème, sans tenir compte du fait qu'on a affaire à un homme ou une femme. En dehors de la question de savoir si dans le signe, dans le thème, il y a telle planète qui veut dire féminin ou masculin, ça c'est un autre problème. Mais la psychologie masculine et féminine, est-ce que ça existe dans l'esprit des astrologues? Voilà la question que je pose. Et moi, à mon avis, ça n'est pas maîtrisé, ce n'est pas une question qui est maîtrisée. Pour un astrologue, c'est beaucoup plus important que quelqu'un soit martien ou uranien, ou taureau ou bélier, que de savoir si c'est un homme ou une femme. À mon avis, c'est une erreur majeure. Les grands combats que j'entends mener au sein du mouvement pour l'astrologie à l'Académie, et au sein de la Faculté libre d'astrologie de Paris, c'est bien la question qu'on ne peut pas faire l'impasse et l'économie d'une réflexion sur la psychologie masculine et la psychologie féminine. L'astrologie n'est pas là pour occulter cette distinction, pour occulter ce clivage. Elle peut éventuellement le préciser, le compléter, mais elle n'est pas là pour l'occulter, ce qui veut dire que ce clivage, il est fondamental et qu'aucun astrologue ne peut ignorer les travaux les plus avancés sur ces questions, pas davantage qu'il ne peut ignorer, bien évidemment, la question des données astronomiques, en sachant notamment qu'il y a des planètes qu'on voit et des planètes qu'on ne voit pas. Et en sachant aussi que le zodiaque, c'est une construction purement fictive, qui n'a aucune réalité matérielle. Même dans le cas des constellations, d'ailleurs. Parce que les constellations, en elles-mêmes, sont constituées d'étoiles, mais leur frontière, le fait qu'il y en ait 12, ne correspond à rien du tout, pas plus que les 28 nakshatras de l'astrologie hindoue, d'ailleurs. Donc c'est de la méta-astronomie, c'est du langage astronomique. Ça peut être utilisé par les astronomes dans certains cas, mais ça ne relève pas de la science astronomique, au sens strict. La science astronomique, c'est quelque chose qui, par exemple, une planète, ça relève de la science astronomique. Le zodiaque, c'est pas de la science astronomique, même si c'est utilisé en astronomie, c'est de l'ordre de la convention, de la tradition. Et croire que les deux plans sont du même ordre au niveau scientifique, c'est une erreur majeure. Alors, donc, je voudrais vous parler des différences entre les hommes et les femmes, en dehors de toute considération astrologique, hein, je dis bien. Hein. Et ce qui nous permettrait d'ailleurs de dialoguer dans le cadre de nos colloques, de nos journées, avec des non-astrologues, mais des psychologues qui s'intéressent justement à la question du masculin et du féminin. Ce qui veut dire que l'astrologue, à mon avis, est quelqu'un qui doit avoir une très très large culture et un très large champ de conscience et de réflexion. Inévitablement, et il ne doit pas s'enfermer dans les seules considérations proprement astronomiques. Bon, donc, aujourd'hui, il y a un malaise dans le rapport entre les hommes et les femmes, et ce malaise, il peut prendre des formes plus ou moins aiguës selon les cycles. C'est-à-dire que ce qui peut affecter d'ailleurs la problématique du couple. C'est-à-dire qu'à certains moments, la conscience d'une relation de complémentarité, si on veut, mais c'est un mot que je n'aime pas, entre les hommes et les femmes est plus claire, au moment elle est plus brouillée. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de femmes revendiquent une égalité entre hommes et femmes, mais en même temps traitent les hommes comme si c'était des femmes. En réalité, c'est leur point de vue. Alors, donc ça veut dire que au niveau professionnel, elles se projettent sur les hommes, elles s'affirment, elles veulent ce que les hommes ont, mais au niveau psychologique, elles veulent que les hommes pensent comme les femmes. Elles veulent que les hommes aient les mêmes valeurs que les femmes. Alors ça, c'est un aller-retour assez étrange, je dois reconnaître,
mais je crois que si vous regardez bien, vous verrez cela. À ce moment-là, par exemple, une femme va proposer à un homme une activité X ou Y qui fait sens pour les femmes et qui ne fait pas sens pour les hommes. Mais pour elle, ça n'existe pas, puisque de toute façon, il y a une sorte de vase communicant entre les hommes et les femmes. Donc, si elles ont des valeurs qui leur paraissent intéressantes, forcément, les hommes doivent les avoir, puisque nous sommes pareils. Une espèce de sophisme, vous savez, des sortes de généralités, d'extrapolation bien connues. Je vais vous donner un exemple trivial, si vous voulez, pour me faire bien comprendre. Par exemple, une femme invite un homme à assister à un spectacle. Un film, par exemple, une pièce de théâtre, un concert. Pour elle, ça paraît bien, on va consommer de la culture, on va passer un bon moment à écouter ceci ou celui-ci ou celui-là. Mais est-ce que ça a la même portée pour un homme? On va prendre un cas extrême. Imaginons que cet homme soit un écrivain, ou un dramaturge, ou un cinéaste, ou un compositeur. Est-ce que ça l'intéresse spécialement d'aller écouter Beethoven, ou un film de Fritz Lang, ou une pièce de Shakespeare? Sa démarche n'est pas la même. Je ne suis pas en train de dire que tous les hommes sont Shakespeare ou Mozart, mais de toute façon, il n'y a pas besoin d'être Shakespeare ou Mozart. Les gens sont comme ils sont. Mais là, il y a un besoin de créativité, il y a un besoin d'inventivité, même s'ils ne donnent pas des résultats absolument magnifiques. Si tous les hommes ne sont pas des génies, peut-être que quelque part tous les hommes ont envie de l'être, et quelque part en ont la possibilité, en tout cas en ont la velléité, consciemment ou non. Et par conséquent, moi, si j'étais une femme, je ne traiterais pas les hommes comme d'après mon propre schéma. Alors là, ce sont des difficultés qui peuvent évidemment en créer des tensions au sein du couple. Et comme beaucoup d'astrologues ont affaire à des problèmes de couple, eh bien, c'est un outil et c'est un modèle qui peut être intéressant. De la même façon, par exemple, que certaines séparations ou certains divorces permettent éventuellement à des hommes de retrouver leur marque, de retrouver leur rythme et d'échapper à la tutelle féminine qui croit bien faire en imposant des valeurs qui sont bonnes pour les femmes et qui ne sont pas bonnes pour les hommes. Donc la notion de pour qui c'est bon, c'est une notion extrêmement importante. Et là encore, on est obligé de constater que les astrologues ont des carences sur ce plan-là. Soit même ne sont même pas motivés, mais en tout cas n'ont pas les moyens, ne sont pas donnés les moyens d'aborder ces questions-là, n'ont pas observé les différences, je dirais même que d'une certaine façon, on peut dire que l'astrologie attire justement des gens, des hommes qui ont des problèmes par rapport au masculin et féminin, et qui croient pouvoir les avoir résolus en entrant dans l'astrologie, en entrant en astrologie, parce que l'astrologie, justement, elle dépasse, si on peut dire, ce sujet-là, elle dépasse ce clivage, et donc par conséquent, quelqu'un qui est fragile par rapport à cela, eh bien, il se sent protégé par ce problème-là, et tout comme toute personne, d'ailleurs, qui, entre parenthèses, entre dans un groupe où l'on nous dit que les hommes et les femmes sont égaux, ben là aussi, pour quelqu'un qui aurait des problèmes au niveau de son identité sexuelle, eh ben c'est tout bénéfice. C'est reposant de ne pas savoir qu'on va être confronté à ce problème-là, que ce problème-là est dépassé. Donc il faudrait s'interroger sur les motivations des hommes, notamment des hommes d'ailleurs, qui participent à des activités unisexes, des activités mixtes, et se demander si ça n'est pas l'expression d'une difficulté identitaire au niveau de leur sexualité.